Bienvenue. Vous écoutez Les Cœurs Audacieux. Les Cœurs Audacieux. Un podcast proposé par l'INSA Lyon. Il est difficile d'imaginer à quoi ressemblera le monde de demain. Mais ce que nous savons, c'est que la science et la technologie sont parmi nos meilleures armes pour bâtir un futur plus durable. Et dans cette course contre la montre, c'est aux ingénieurs qu'il revient de façonner notre avenir en relevant des défis toujours plus grands. Il est donc essentiel que ceux qui conçoivent, fabriquent et parfois même dirigent agissent en hommes de science, mais aussi et surtout en citoyens éclairés. Alors dans ce podcast, nous sommes partis à la rencontre d'ingénieurs qui, en écoutant leur cœur et leurs convictions, ont fait le choix de l'audace, quitte à s'aventurer parfois sur des chemins inconnus, voire incertains. Des hommes et des femmes empreints de modestie qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver. Toutes sortes de possibilités de plus en plus riches, de plus en plus fécondes sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain, ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée, et je crois qu'elle gagnera, et que ça réussira. Notre invité aujourd'hui est depuis le début de la pandémie en première ligne dans la lutte contre le SARS-CoV-2, plus communément appelé le coronavirus. Nathalie Granvaux est l'une des plus grandes spécialistes des virus respiratoires dans le monde. Elle est aussi professeure de biochimie à l'Université de Montréal et directrice d'un laboratoire de recherche à l'hôpital. Et face à un monde de la recherche à tout jamais bouleversé par la pandémie, Nathalie Granvaux fait partie de ces chercheurs qui se concentrent déjà sur les grandes leçons à tirer de cette pandémie, avec en tête une volonté tenace d'apporter de nouvelles solutions en se concentrant sur ce que la crise a fait émerger de positif. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors vous étudiez depuis des années les virus respiratoires. Vous faites partie des scientifiques qui avaient évoqué déjà il y a quelques années le risque d'une pandémie mondiale causée par ces mêmes virus. Et alors comment expliquer qu'aucun pays n'ait finalement tenu compte de ces multiples avertissements sur l'inévitabilité d'une pandémie ? Malheureusement, le milieu de la recherche décisionnelle également et de santé publique est beaucoup focalisé sur ce qu'on connaît actuellement, sur les risques de pathogènes qui sont connus. Alors, on s'occupe beaucoup des virus comme le VIH, on s'est occupé de la dengue ou du Zika quand ils sont apparus, mais on a du mal dans nos sociétés, dans nos organismes de recherche, dans nos organismes décisionnels, de s'intéresser à ce qu'on ne connaît pas encore, aux risques potentiels. C'est très difficile à faire comprendre. Alors peut-être que la pandémie d'aujourd'hui va changer ces choses-là, je l'espère, et je pense qu'il va falloir continuer à militer un petit peu dans cette direction. Mais je pense qu'il faut accepter de travailler sur l'inconnu. Et ça, c'est pas un concept qui est facile à vendre en recherche. Et est-ce que vous pensez aussi que la voix des experts, des chercheurs comme vous, n'était pas forcément suffisamment écoutée jusqu'à maintenant ? Elle était peut-être pas suffisamment écoutée, mais peut-être aussi que les chercheurs n'ont pas parlé d'une voix assez forte. On s'attend toujours à ce qu'on nous écoute, mais l'écoute n'est pas forcément là. Alors il va falloir être plus vocal, si je peux dire. Il va falloir parler plus fort. Comme exactement le même principe que je dirais, ce qui est fait par les scientifiques par rapport à la protection de l'environnement, les changements climatiques. Ça a pris des années et des années avant que nos politiques s'y intéressent vraiment et que nos organismes de recherche acceptent que ce soit un domaine de recherche qui devait anticiper sur ce qu'on ne connaît pas encore, parce que dans le domaine du climat, c'est exactement la même chose. C'est des changements qu'on anticipe, mais qu'on ne vit pas actuellement à l'ampleur qu'ils vont avoir dans plusieurs années. Alors, c'est le même principe. Il va falloir parler plus fort. Et concernant ces virus respiratoires en particulier, jusqu'à maintenant, ils étaient un peu délaissés par les chercheurs. Pourquoi est-ce que ces virus respiratoires n'intéressaient pas forcément un très grand nombre de chercheurs jusqu'à maintenant ?
Ben, c'est vrai que les virus respiratoires étaient peut-être, mis à part la grippe, moins étudiés. Premièrement, pour les raisons que j'ai citées juste Mhm. avant, et aussi parce que c'est beaucoup plus difficile d'étudier une infection qu'on appelle aiguë, c'est-à-dire un patient est malade pendant 2 semaines, 3 semaines, puis après, ben, il retrouve sa santé et continue sa vie, comparé à des virus qui créent des maladies chroniques comme le VIH ou comme l'hépatite C le faisait. Donc là, on a des patients qui sont malades à long terme et avec lesquels on peut travailler, on peut obtenir des échantillons, on peut faire des études beaucoup plus poussées sur des virus respiratoires qui créent des maladies aiguës. Mhm. C'est très difficile d'obtenir des échantillons humains pour travailler. Et d'ailleurs, la pandémie actuelle, c'est une occasion en or, si je pourrais dire, si on doit voir un côté positif à la pandémie, c'est qu'on va, oui, il faut, parce qu'il faut en voir, il faut toujours en voir. Je pense qu'on va apprendre beaucoup parce qu'on collecte beaucoup d'échantillons actuellement et ça va nous donner des informations sur beaucoup d'autres virus respiratoires, sur beaucoup de compréhension de l'immunité contre des virus respiratoires et pour lesquels on avait de la difficulté. Mais alors vous n'avez pas choisi la facilité, vous vous êtes spécialisé dans l'étude de ces virus respiratoires. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Oui, ben j'ai toujours tendance à aller un petit peu vers ce qui n'est pas, je dirais, la mode de passage. Et moi, j'aime aller vers justement des problématiques qui sont peut-être moins étudiées, qui sont peut-être plus difficiles. Mais je pense que c'est premièrement un intérêt au point de vue de la découverte qui est quand même majeur. Si on étudie tous la même chose, on va tous avoir les mêmes réponses. Et je pense qu'il faut explorer des voies qui sont peut-être plus difficiles, mais qui vont nous apporter des réponses en termes de connaissances. Et aussi pour la santé humaine, je pense qu'il faut diversifier. Et ça fait partie de mon ADN un petit peu d'aller vers des chemins un petit peu différents de ce qui pourrait paraître pas plus facile, mais plus commun à d'autres recherches. Et puis vous m'avez confié aussi que ces virus avaient quelque chose de fascinant selon vous ? Oui, ils sont fascinants. Vous savez, c'est tout petit un virus. Il y a des virus qui, celui qu'on étudie code pour 11 protéines, celui qu'on étudie avant la pandémie, et il peut créer des maladies très sévères chez l'homme. On prend le SARS-CoV-2, c'est très peu de protéines et ça déstabilise complètement des organismes dits très développés comme nous, qui sont très complexes. Ils sont pas vivants, alors quand même, c'est assez extraordinaire de voir comment de si petits organismes peuvent déstabiliser complètement un être humain aussi complexe que celui qui est le nôtre. Et ça, je trouve ça fascinant de voir comment ça peut se passer et de comprendre ça. Et justement, et c'est là le centre de ce que vous étudiez depuis toutes ces années, c'est-à-dire que vous vous concentrez sur nos mécanismes de défense face à ces virus respiratoires, c'est bien cela ? Oui, absolument. Nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment les tout premiers moments de l'infection. Alors, quand on a un virus respiratoire qui rentre par le nez ou la bouche, les premières cellules qu'il va cibler, c'est les cellules épithéliales qui sont dans notre tractus respiratoire. Alors, le nez, on descend sur la trachée, les bronches, sur les bronchioles. Et ce qu'on essaye de comprendre, c'est ce qui se passe dans la cellule qui vient d'être infectée. Les immunologistes, on laisse souvent, et encore aujourd'hui, laisser ça de côté en se disant que c'était une barrière physique, mais finalement, tout le déclenchement et la coordination de la réponse immunitaire se passe à ce moment-là, dans les tout premiers moments. Il faut que ça se passe selon des mécanismes de défense très précis pour que tout le reste de la réponse immunitaire plus globale se mette en place correctement. Alors, c'est ça qu'on essaye de comprendre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans nos cellules? Comment notre organisme, nos cellules, les premières, mettent des mécanismes en place pour bloquer la réplication du virus et alerter le système immunitaire. Et alors, dans le cas du coronavirus, comment ça se passe? À quoi ressemble la réponse de notre système immunitaire? Ben dans le cas du coronavirus, ce qui se passe, c'est que les cellules épithéliales, justement, se font infecter et nos cellules répondent par deux types de réponses qu'on appelle la réponse antivirale qui dépend des interférons, qui sont des cytokines qui vont pouvoir activer l'expression de centaines de gènes qui codent pour de multiples fonctions qui, ultimement, ont pour but de sauver la cellule et bloquer la multiplication du virus. Et de l'autre côté, notre cellule répond aussi à ce virus-là en créant une réponse inflammatoire. Et cette réponse inflammatoire, elle sert à alerter le système immunitaire, le faire venir au site de l'infection et activer tous les mécanismes qui, ultimement, vont éliminer les cellules infectées et créer aussi une réponse immunitaire mémoire qui va nous permettre, si jamais on est réinfecté, théoriquement, de combattre mieux le virus. Par contre, avec les virus, justement, la raison pour laquelle ils peuvent être pathogènes, c'est que les protéines qui codent, les protéines qui les composent,
décomposent, sont capables de bloquer ces deux réponses. Et le SARS-CoV-2 fait ça très bien. Alors, certaines de ces protéines vont bloquer cette réponse interféron. Donc, la réponse de notre organisme qui va permettre de bloquer le virus va être inhibée, elle va être interrompue. Donc, on aura une réponse moins efficace. Et par contre, à l'inverse, cette déstabilisation va créer une réponse inflammatoire beaucoup plus forte que ce qu'on aurait besoin. Et une réponse inflammatoire qui active le système immunitaire, c'est très puissant et très utile pour bloquer l'infection. Mais si elle est trop intense ou elle se prolonge trop fortement ou qu'elle n'est pas à la bonne place, on va créer cette tempête inflammatoire dont on a parlé au début de la pandémie et qui va créer des dommages à nos tissus. Alors ça peut avoir lieu au poumon, mais avec le SARS-CoV-2, on sait que ça a un impact au niveau multisystémique, ça touche d'autres organes, notamment le système vasculaire, le cœur, les reins, et ça va faire en sorte que ces organes-là ne vont plus fonctionner correctement et ultimement, ça peut mener au décès de la personne infectée malheureusement. D'accord. Et aujourd'hui, vous faites partie des scientifiques en première ligne dans cette lutte contre le coronavirus et vous avez même obtenu l'autorisation de le manipuler au sein de votre laboratoire. Est-ce que ça a quelque chose d'exceptionnel pour vous et comment est-ce que vous avez un peu réagi face à cette autorisation de manipulation du virus ? Donc depuis novembre 2020, on peut manipuler le virus. On a développé toute cette expertise-là. Et pour nous, effectivement, c'est exceptionnel dans le sens où on doit, comme tous les chercheurs qui sont en première ligne, développer toutes les méthodes pour analyser la réponse de l'autre, comme on le fait nous à ce nouveau virus. Mais c'est aussi une opportunité. Alors, on a dû mettre à jour nos installations et on va pouvoir à l'avenir continuer d'étudier les coronavirus, le SARS-CoV-2 et d'autres, mais également on va avoir l'opportunité de pouvoir s'intéresser à d'autres virus qui exigent des niveaux de confinement 3. Et pour ça, pour nous, c'est, je dirais, ça nous a un peu obligés à se projeter vers des modèles qu'on n'avait pas l'habitude de manipuler, d'apprendre, de développer une nouvelle expertise, mais qui va nous amener vers de nouvelles opportunités de recherche sans aucun doute avec le SARS-CoV-2 ou d'autres virus ultérieurement. Et aujourd'hui, est-ce que du coup, le fait de manipuler le SARS-CoV-2 vous a fait modifier un petit peu vos recherches? Et en tout cas, sur quelles solutions aujourd'hui est-ce que vous travaillez? Est-ce que c'est les antiviraux plus précisément? En quoi consiste votre travail vraiment quotidien en ce moment? Mais nous, on a intégré le SARS-CoV-2 à nos travaux de recherche, puisque nos travaux de recherche dans la compréhension des interactions hôte-virus, ultimement, mon but à moi serait d'arriver à identifier des antiviraux qu'on appellerait à large spectre et qui utiliseraient des cibles de l'hôte et non pas des cibles du virus. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à trouver des molécules qui permettent de bloquer la réplication des virus au niveau respiratoire, peu importe l'identité de ces virus, parce que les mécanismes de l'hôte, les mécanismes dont je vous ai parlé précédemment, la réponse interféron, la réponse inflammatoire, sont communs aux différents virus. C'est les mêmes mécanismes qui sont utilisés. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est utiliser cette opportunité-là pour forcer finalement une réponse antivirale au moment où on a un nouveau virus qui apparaît, où on a une épidémie d'un virus déjà connu. Et on pourrait donc aider les gens à combattre ces virus, peu importe l'identité. Et pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement utile, que je pensais extrêmement utile avant la pandémie, et qui finalement se révèle être encore plus utile parce que si on avait eu des molécules à activité antivirale au moment où le SARS-CoV-2 est apparu, et qu'on aurait pu utiliser sans connaître son identité, sans avoir toute l'information sur sa biologie, ben on aurait pu attendre de manière beaucoup plus, je dirais, sereine, si je peux utiliser ce mot-là, l'arrivée des vaccins qu'on a eu un an plus tard. On aura certainement pu éviter beaucoup de décès auxquels on a fait face actuellement. Alors, ça a été déjà notre but avant de développer ces antiviraux à large spectre. Ça reste notre but et on inclut SARS-CoV-2 comme modèle dans notre recherche actuellement. Les antiviraux dont vous parlez, comment on pourrait les utiliser au quotidien? Ils seraient sous quelle forme finalement?
Ben, on espère bien entendu que ça pourrait être des molécules qu'on pourrait prendre par voie orale. Donc ça serait un modèle très facile parce qu'on veut absolument pas avoir des médicaments qui pourraient être distribués de manière plus large, qui doivent être donnés par intraveineuse, par exemple, parce que ça se fait dans des hôpitaux, on pourrait pas l'utiliser. Alors la voie de médicaments qui se prennent par voie orale se porte très bien à une utilisation large. Par contre, une autre utilisation qui pourrait être très facile, ben en tout cas dans l'application, mais peut-être à développer un peu plus large à faire, c'est par voie nasale, un petit peu comme ce qu'on fait avec certains médicaments qu'on a déjà, qu'on a en spray et qui pourraient être utilisés. Il y a d'autres applications, on peut penser par exemple aux médicaments qui sont pris pour les asthmatiques, qui se prennent par des pompes, qui vont aller aider les gens au niveau bronchique, et on pourrait avoir des médicaments qui pourraient se présenter sous cette forme pour des antiviraux qu'on pourrait utiliser. Donc les voies de distribution sont quand même déjà disponibles, il faut trouver les bonnes molécules à mettre dans ces formules finalement. D'accord. Et alors pour parler de votre parcours plus personnel et pour quitter un tout petit peu votre quotidien en tant que chercheur, mais vous avez une formation d'ingénieur auquel d'ailleurs les médias canadiens font souvent référence, et puis vous avez fait des études aussi doctorales à Grenoble. Qu'est-ce que vous a apporté cette formation et notamment votre bagage d'ingénieur dans votre activité aujourd'hui? Oui, ben j'ai commencé par ma formation, j'ai fait un chemin non linéaire, un petit peu comme mes recherches. J'ai commencé à l'université initialement en biologie à l'université de Grenoble, et puis ensuite j'ai intégré l'INSA à Lyon, qui était l'INSA en biochimie à l'époque. Et ce que j'ai beaucoup appris de ma formation d'ingénieur, et ce que j'en retiens beaucoup dans ma vie professionnelle aujourd'hui, c'est premièrement la profondeur et l'étendue des connaissances que j'ai acquises, alors du plus petit niveau en chimie à l'anatomie des organismes et toutes les analyses qui vont autour dans l'appréhension d'un problème, de pouvoir le voir du coup sous différents angles. Alors ça a été, je pense, beaucoup plus poussé que ce que j'aurais pu avoir ailleurs. Donc j'ai une vision beaucoup plus globale de toutes les problématiques qui sont biologiques, incorporant, comme on l'a mentionné juste avant, le développement de médicaments, les formules pharmacologiques qui sont associées, la stabilité, et tout ça c'est très complet par rapport à une formation beaucoup plus spécialisée qu'on peut avoir dans d'autres endroits. Mais l'autre point aussi que j'ai beaucoup utilisé de ma formation d'ingénieur, c'est d'être en mode solution. Alors quand on est formé à l'université, ce que j'ai fait après pendant mon doctorat, c'est on est beaucoup formé à poser des questions, à poser les bonnes questions, identifier les questions de recherche qui sont pertinentes. Mais ma formation d'ingénieur m'a apporté, je pense, un plus, c'est d'avoir aussi l'aspect d'apporter des solutions à la question. Et je trouve que mes deux formations sont très complémentaires pour ça. Et ce que les gens autour de moi me disent souvent, que ce soit les gens que je forme ou les gens avec qui je collabore, c'est d'être toujours dans le mode solution, d'arriver toujours avec une solution. Et ça vient vraiment de mon parcours d'ingénieur. Alors, il y a une chose à laquelle vous n'étiez pas spécialement formé pour le coup, c'est la prise de parole. Et pourtant, depuis le début de la pandémie, vous avez dû, vous, comme beaucoup de chercheurs, vous exprimer sur la crise sanitaire, vulgariser, expliquer vos travaux de recherche en public. Est-ce qu'on peut dire que la pandémie a vraiment bouleversé le monde de la recherche scientifique, notamment dans son lien avec la société ? Oui, je dirais bouleverser, oui, mais peut-être donner la place à la science que la science devrait avoir sur la place publique et qu'on n'a pas toujours eu, qu'on n'a pas toujours pris. Je pense que c'est important de communiquer, de vulgariser la science, de la rendre accessible à tous, puisqu'elle est finalement à la base de tous les développements de notre société, de toutes les décisions qui sont prises quelque part, et donc dans tous les domaines, on le voit pas toujours, mais la science a une place importante. Et je pense que ce que j'ai effectivement appris, comme probablement beaucoup de mes confrères et consoeurs, c'est qu'il faut prendre cette place, mais qu'il faut apprendre à vulgariser. On a souvent dans nos laboratoires de recherche, on a l'habitude de se parler entre spécialistes, et il faut arriver à communiquer dans un langage clair et compréhensible par tous les informations qui sont pertinentes. Et je pense que dans la période de la pandémie, c'est encore plus important parce que c'est quelque part une expression que j'ai repris ici dans les médias, c'est que
pour beaucoup de gens, c'est une pandémie invisible. Surtout dans les premières vagues, beaucoup de gens, en tout cas ici au Québec, ne connaissaient personne qui avait eu la COVID ou qui en était mort. Et beaucoup de gens, on a été beaucoup confinés, n'ont pas été infectés. Alors le virus, on le voit pas, c'est invisible. Et cette pandémie, il faut lui donner des images. Il faut que les gens comprennent à quoi qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est qu'un virus, comment il se transmet, pourquoi les mesures sanitaires qui sont en place sont valables, parce qu'on veut protéger contre ce virus, mais pourquoi? Expliquer. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, en tout cas une espèce de distance entre les décideurs publics et le monde de la recherche? En Allemagne, une grande partie des élites est formée par la recherche. Il y a près de 40% des titulaires de doctorat qui œuvrent notamment dans l'administration publique. J'ai pas l'impression que ce soit le cas ni en France ni au Canada. Est-ce que les décideurs publics ne sont pas trop éloignés du monde de la recherche et est-ce qu'il faudrait pas changer cela? Vous avez tout à fait raison et l'Allemagne est un exemple extraordinaire. On peut juste penser à la chancelière Angela Merkel qui était titulaire d'un doctorat en physique. Je pense que c'est une question de formation aussi beaucoup. Je pense que dans leur vision de la société, cet aspect de contribution publique, de collectif est beaucoup plus intégré. Et dans nos parcours, on ne nous forme pas à ce rôle public du scientifique et il faudra le développer parce que je pense que comme d'autres professions sont très représentés. C'est certain que chez nous, ici au Québec et au Canada, le métier de politicien est très différent de celui de la France. On a beaucoup plus des politiciens professionnels en France qu'on peut en avoir ici. Nous, on a beaucoup de gens qui laissent leur emploi pour quelques années pour aller en politique et retournent à leurs occupations après. Donc, on commence à le voir ici avec quelques scientifiques. Ça a commencé beaucoup plus avec des médecins. On a quelques scientifiques qui font le saut d'aller vers la politique, mais très très peu encore. J'espère que tout ce qui se passe en ce moment va suggérer des carrières, je dirais, dans ce domaine-là, avec, bien entendu, il faut des formations qui viennent avec. Et on le voit dans la gestion de la pandémie actuellement. Être scientifique, ça ne veut pas dire d'avoir la capacité de gérer des aspects plus politiques. Alors, il faut de la formation qui vienne avec. Mais je pense que c'est important. Je pense que c'est important d'avoir des chercheurs dans différents domaines qui investissent l'aspect décisionnel, politique, qui apportent leur expertise. Une compréhension qui est très différente et je pense que c'est complémentaire de toutes les autres formations beaucoup plus comme l'ENA pouvait l'apporter en France sur la compréhension de toute la diplomatie et la politique qui est un art en soi. Mais je pense que la voix des scientifiques doit être représentée de par l'expertise qu'ils ont acquis et je pense qu'on va avoir une meilleure gestion des problèmes si les scientifiques agissent dans ces institutions. Et pour parler d'autres leçons à tirer de cette pandémie, c'est vrai qu'on parlait du positif et il y en a eu. On a assisté à une collaboration scientifique sans précédent. Tout a été très vite. En quelques mois, le pathogène a été identifié, les séquences génétiques ont été partagées, des vaccins ont été trouvés en un temps record. C'est du jamais vu. Est-ce que cette réactivité et cette efficacité, vous pensiez que c'était possible ? Je dirais que je pensais que c'était possible. Je suis quand même étonnée de l'ampleur que ça a pris. C'est assez extraordinaire dans le sens positif du terme. Je dirais que je pensais que c'était possible quelques années avant la pandémie. J'ai, avec un collègue ici, Dr. Craig McCormick à Dalhousie University, on a créé la Société canadienne pour la virologie sur le modèle de ce qui se fait aux États-Unis, de ce qui se fait en France ou en Allemagne. On n'avait pas du tout de regroupement de virologistes ici au Canada. On avait des regroupements de chercheurs dans d'autres domaines, mais pas en virologie. Et quand on a décidé de créer ça, une de nos motivations, c'était de se dire que les virologistes au Canada ne se connaissaient pas, ne savaient pas qui avait les différentes expertises qui pourraient être nécessaires pour collaborer rapidement, justement, au cas d'une épidémie majeure ou d'une pandémie. Et on a donc créé ça, ce regroupement de chercheurs, et on a vu, on pensait pas avoir cette vision qui pourrait être utile à si court terme, par contre, mais on s'est rendu compte que ça a été très, très utile
utile. On a vu des réseaux de collaboration qui se sont faits du coup naturellement parce que les gens s'étaient rencontrés lors de conférences, dans différentes activités. Et donc oui, on aurait imaginé qu'on voulait que ce soit possible. Et puis, je pense que ça s'est fait naturellement. Je pense que tous ces réseaux qui étaient créés avant et que des fois on peut trouver un petit peu artificiels, on peut penser que on entend souvent des gens dans le public qui disent les chercheurs vont en conférence pour se payer des voyages, etc. Vous savez, c'est toujours l'image petit peu justement de comprendre ce qui peut paraître inutile sur le moment, de pourquoi on finance ça. Mais au final, c'est ça qui a fait que ces collaborations ont pu être aussi optimales. Les gens se connaissaient, se sont rencontrés dans différentes occasions à l'international qui regroupent des chercheurs de tous les pays et naturellement, les gens se sont associés et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a pu apporter la solution enfin en tout cas des solutions aussi rapidement. Finalement, la science, on peut dire que c'est la grande gagnante de cette épidémie. Je pense que oui. Je pense que la science va avoir accéléré des choses. On a des choses qui pouvaient être très lentes avant vont avoir le temps a été compressé pour cette recherche et donc on va avoir accéléré les choses. Je pense que là où par contre on a vu les limites de ce que la science a pu gagner, c'est peut-être justement dans ce qu'on a discuté juste avant, sur la place publique et de savoir comment les scientifiques doivent interagir avec la sphère publique et politique. Et on a vu qu'il y a eu des dérives, vous le savez comme moi. Et ça, je pense que il va falloir faire une analyse de tout ça pour justement que ces problématiques-là qui ont été gérées au quotidien sans qu'on ait vraiment les outils ne fassent pas une petite tâche sur la science quand même et qu'on développe au contraire des outils pour utiliser mieux cette science et la rendre plus accessible tout en le faisant dans le respect de l'expertise de chacun. Bien sûr. Avec une compréhension des enjeux qui sont derrière quand on s'exprime sur la place publique. Finalement, il faut espérer que l'anticipation soit de mise dans le futur et non plus attendre de voir une éventuelle crise ou un éventuel virus. Il faut anticiper avant tout et chercher des solutions dès le début. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Le mot anticipation est probablement celui qui nous a fait défaut, qui nous fait défaut sur beaucoup de choses. Et je pense que le mot-clé, c'est ça. Il faut apprendre à anticiper avec toutes les données probantes qu'on génère en sciences dans tous les domaines et anticiper notre vie future, la préparer et s'y préparer pour le positif et le négatif et être prêt à toutes les circonstances. Et alors, dans le cas présent, même si je sais que vous n'êtes pas devin, mais est-ce que vous êtes assez confiante sur la sortie, en tout cas la fin prochaine de cette pandémie comment est-ce que vous imaginez un peu les prochains mois à venir par rapport aussi à tous les progrès qu'on fait, notamment autour des antiviraux est-ce que vous êtes assez positive et confiante pour la suite ? Je pense qu'il faut voir tout le progrès qu'on a fait. Je pense qu'au jour où on est aujourd'hui avec la vague actuelle qui est la vague du variant Omicron, ce que cette vague nous a appris, c'est que premièrement, c'était pas fini, mais deuxièmement aussi que tous les outils, les vaccins, etc., les mesures sanitaires fonctionnent. C'est-à-dire que si on avait eu la vague Omicron avec le niveau de transmissibilité avant qu'on ait des vaccins efficaces pour protéger contre les formes sévères de la COVID-19, ça aurait été terrible. Ça aurait vraiment été une vague qui aurait causé beaucoup plus de morts qu'on en a déjà connu. Alors, il faut faire ce bilan-là et de se dire, OK, on a nos vaccins, on a des antiviraux qui arrivent, on a toutes les méthodes qu'on a mises en place, les masques, les mesures sanitaires, l'amélioration de la ventilation, et tout ça fonctionne pour diminuer l'impact du SARS-CoV-2 sur notre société. Par contre, c'est pas parfait encore. On voit qu'on perd encore des gens, on a encore des gens qui sont très malades avec des conséquences potentielles à long terme. Il faut anticiper que avec ce qu'on en comprend maintenant, de comprendre des outils qui sont disponibles, il faut anticiper que ce virus est là pour rester. Sous quelle forme? Est-ce qu'on va avoir d'autres variants qui vont nous créer
plus de problèmes qui vont échapper aux vaccins disponibles actuellement, ou des variants qui au contraire vont se transmettre plus mais qui vont être moins sévères et qui vont se rapprocher plus du rhume peut-être. On le sait pas parce c'est ça qu'il faut qu'on accepte, c'est qu'on sait pas. Il faut se préparer à un retour à ce que moi j'appelle une certaine normalité, mais je pense qu'il faut se dire que le nouveau normal, c'est pas la vie qu'on avait avant, qu'il faut accepter ça et qu'il faut essayer d'utiliser tout ce qu'on connaît pour que l'impact soit le moins pénible possible. Alors, est-ce qu'il porter des masques pour aller faire ses courses ou pour aller quand on va consulter dans un hôpital, est-ce que ça doit devenir notre nouvelle normalité? Probablement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut porter, comme c'est le cas en France, les masques dans la rue? Probablement pas. Donc, il faut redéfinir ces codes-là. Ça va pas être exactement comme avant. Il faut prendre la mesure de ça. Et puis développer une nouvelle forme de vie qui soit acceptable par tous, avec le moins de contraintes. Mais c'est certain qu'on doit apprendre de ce qu'on vient de vivre. Je pense qu'on va trouver un équilibre, probablement imparfait, avec le virus, mais le virus est là pour rester très probablement pour encore au moins un bon moment, je dirais probablement plusieurs années. Et je pense qu'un élément qui est important ici, c'est d'ouvrir les yeux par rapport au fait que la pandémie, c'est pas local. C'est-à-dire que si la France met tout en place pour protéger sa population, ou le Canada met tout en place pour protéger sa population, ça règle pas la pandémie. Oui, il faut que le reste du monde fasse de même. Tous les pays du monde aient accès aux mêmes outils pour se protéger que nous, et qu'on puisse bloquer au maximum la transmission partout, et que toutes les politiques locales sont vouées à ne pas fonctionner. Et je pense que c'est ça qu'Omicron nous a rappelé, que une politique locale où on pensait maîtriser la pandémie à l'intérieur de nos frontières n'est pas suffisante, parce que à l'autre bout du monde, il y a des virus continuent de circuler, il y a des nouveaux variants, et il va nous revenir dessus avec les conséquences qu'on voit actuellement. Mais on va finir par trouver un équilibre. Eh bien, merci beaucoup Nathalie pour cet éclairage passionnant. On vous souhaite beaucoup de courage dans vos travaux de recherche. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et de m'avoir invité. C'était très agréable de partager avec vous et de vous accueillir au moins par la voix ici à Montréal pour parler de tous ces enjeux. Merci. Vous venez d'écouter Les Cœurs Audacieux, un podcast proposé par l'INSA Lyon. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou à liker l'épisode. Merci.